Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S603 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 mars 2023. Nous sommes toujours avec les photographes Jean-Michel Lenoir et Vincent Frances de l'agence Photographe du Monde pour parler voyage photo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors messieurs, si on devait essayer de résumer tout ce que l'on s'est dit au cours de cette émission. Jean-Michel, pour commencer, pourquoi c'est si cool de partir en voyage photo? Le fait de partir avec un photographe professionnel, c'est, l'assurance d'aller sur les endroits et de gagner du temps sur le terrain par sa connaissance technique, par sa connaissance du lieu, par son regard photographique qu'il va partager et du coup, c'est aussi ouvrir un champ de possibles qu'on ne pourrait pas avoir si on était tout seul sur le terrain, sans connaître les lieux. Et c'est cool pour l'accompagnant aussi. Alors le photographe accompagnant, c'est vrai qu'il y en a qui, dans l'agence, accompagnent comme moi un certain nombre de voyages dans l'année. Mais je dirais, on se laisse à la fois porter par, la diversité des conditions de prise de vue, mais aussi par la diversité des groupes. Il y a des groupes avec lesquels, dont on en parlait tout à l'heure, la mayonnaise prend et ça c'est fabuleux parce qu'il y a aussi des très belles rencontres et puis pour d'autres, on aura des expériences différentes. Mais le but, c'est que tout le monde il trouve ce pourquoi il est venu. Vincent, c'est quoi la force et la spécificité des voyages que vous proposez à Photographe du Monde? Alors j'allais dire c'est un mélange, mais plus qu'un mélange, c'est une alchimie de plusieurs choses. On dit souvent qu'une photographie, etc., c'est le bon moment, hein, le bon lieu, le bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas que ça, c'est vraiment l'alchimie également du bon accompagnateur, du bon conseil, d'une sensibilité partagée, donc on va dire de des ingrédients, si vous voulez, que met le photographe également et les stagiaires, et donc des, c'est également un bon groupe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas juste le bon endroit au bon moment. Ce serait vraiment trop résumé, justement un petit peu à Instagram finalement et au spot. Donc c'est vraiment cette alchimie du bon endroit, du bon moment, du bon conseil, du bon accompagnateur, des bonnes personnes, du bon groupe et après, si on a de la chance, des bonnes conditions. Alors justement, on parle d'accompagnateur. Comment tu définirais ton rôle en tant qu'accompagnateur, Jean-Michel? Le rôle, je dirais, c'est un facilitateur, hem, animateur du groupe parce que, un groupe, il faut composer avec les différents caractères des personnes. On peut avoir des caractères très opposés, mais qui vont être très complémentaires. Des gens qui, sont plus effacés, vont pas créer l'ambiance du groupe, donc faut aussi solliciter les gens, les dynamiser, montrer son enthousiasme. Rappelons le nombre maximal de gens qui peuvent Jusqu'à composer 8 un groupe. personnes, entre Oui. 4 et 8 personnes. Donc oui, je dirais c'est un facilitateur à tout point de vue, et même si, le but, on n'est pas là, pour faire la fête, on est là pour le fil rouge, c'est faire des images. Il peut y avoir des grands moments d'émotion et je pense que le but et le rôle de l'accompagnateur, c'est d'être toujours dans l'anticipation pour essayer de trouver ces moments-là qui vont procurer énormément d'émotions, qui vont se traduire ou pas en images, mais c'est ça que les gens vont retenir et c'est ça qui vont leur donner envie justement de sortir de leur zone de confort parce qu'on a des conditions de froid, de vent, ou en tout cas des facteurs externes qui vont être un peu compliqués à gérer. Mais le fait de rassurer les gens, de leur montrer, de leur prendre conscience, de leur faire prendre conscience qu'ils sont capables d'aller chercher des images qu'ils ne feraient pas tout seuls, ça va garder et ça va leur laisser des souvenirs impérissables. Vincent, c'est quoi les plus belles destinations que vous proposez? Alors j'ai mes goûts personnels et il y a aussi ce qui fonctionne. Personnellement, j'aime beaucoup les terres australes, c'est-à-dire Madagascar, l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Amérique du Sud, la Bolivie, le Chili. Donc ça, si vous voulez un dépaysement total, changer d'hémisphère, hein, le soleil est de l'autre côté, enfin, on voit la Voie lactée, on voit l'autre partie de la Voie lactée, enfin vraiment c'est un autre monde.
Donc ça, c'est plus des goûts personnels. J'accompagne, donc c'est plutôt extrême. Après, c'est l'arctique, tout ce qui est en Arctique, c'est-à-dire la culture arctique. Moi, je vais chez les Samis, par exemple. Donc ça, c'est aussi, on va dire, très particulier comme type de voyage, et pas très loin de Paris. Et puis, ce qui fonctionne globalement, ça peut être de l'Aubrac, de l'Islande et un voyage en Inde. Vous voyez, c'est 3 choses assez différentes, mais qui fonctionnent très bien parce qu'à chaque fois, c'est une proposition extrêmement singulière et extrêmement différente, on va dire, de ce dont on peut avoir l'habitude quand on est en France ou chez soi ou à côté de chez soi. Mmh. Et ce dépaysement, on va dire, attire. Il y a aussi le Japon qui fonctionne très bien, qui est vraiment également une autre planète, hein, pour ceux qui veulent l'Asie en général, mais le Japon en particulier. Donc c'est vrai que ces destinations-là, on va dire, sortent du lot, mais pas plus pour nous que pour quelqu'un qui est curieux, quoi. Vous voyez. Et du coup, tu peux nous donner une idée de budget là sur ces 3 exemples, l'Aubrac, l'Islande et l'Inde, pour qu'on se projette un peu? Oui, c'est entre l'Aubrac, dans les 700 euros 4 jours. L'Islande, c'est dans les 3 000 euros les 8 jours. Et le troisième, l'Inde, L'Inde? ça va être entre 12 et 15 jours, entre 3 et 4 000 euros à peu près. OK. Tout inclus avec le vol, etc., bien sûr. Est-ce qu'il faut, un bon niveau en photo et un bon matériel photo pour partir, Jean-Michel? Alors, je dirais que l'outil n'est pas toujours le préalable à la démarche photo, mais je dirais qu'aujourd'hui, n'importe quel boîtier numérique produit des images très qualitatives, hein. Et pour faire du tirage d'art régulièrement, je peux vous dire que des photos que j'ai faites il y a 10 ans, on peut les tirer sur la base d'un capteur 12 ou 16 millions de pixels, on peut les tirer sur des formats supérieurs à 1,50 m sans aucun problème de définition. Aujourd'hui, le problème ne se situe pas là. Il est sur l'usage qu'on va faire du matériel, hein, et donc sur les bonnes postures qu'on va avoir, les bons réflexes qu'on va avoir sur le terrain. Ça demande avant tout, au-delà de la maîtrise technique, c'est connaître son boîtier, tout simplement. Parfois, on a des voyageurs qui investissent très peu de temps avant de partir en voyage et ne connaissent pas leur matériel photo. Le photographe qui accompagne n'a pas toujours la connaissance et la maîtrise du boîtier dernière génération de telle marque. Donc ça, on va dire, c'est un petit point qu'il faut noter parce que, en fait, oui, la connaissance du matériel prime avant tout à la qualité intrinsèque du matériel qu'on va emmener en voyage photo. Le conseil que je pourrais donner, hein, c'est évidemment, c'est pas de partir avec un sac trop lourd qui répond à tous les cas de figure, mais d'avoir suffisamment un boîtier ou 2 boîtiers avec 3 objectifs peut répondre aux principaux cas de figure qu'on va rencontrer pendant un voyage, hein. Et après, effectivement, voilà, c'est les bonnes postures et puis surtout, être à l'écoute, de l'accompagnant, de ce qu'il va pouvoir lui proposer, à l'écoute des autres photographes, hein. On s'enrichit, du regard des autres, ça, c'est un point très important. Donc oui, le matériel, c'est important. Je dirais toujours, si on veut s'ouvrir un champ de possibles maximum, ne pas partir avec trop de matériel. Plus le sac est lourd, moins on va loin sur le terrain. Donc en fait, les gens qui ont le plus de matériel, généralement, bah, comme en fait, ils ont trop de choses sur les épaules, ils fatiguent vite. Donc en fait, ils vont rester pas loin de l'endroit où on a stationné. Et donc du coup, ils vont déplier leur trépied, ils vont pas bouger. Et en faisant ça, bah, en fait, ils vont passer à côté d'énormément d'opportunités. La curiosité, elle va être limitée à son plus strict minimum. Donc en fait, on va pas aller explorer suffisamment le terrain. Je reviens toujours à la citation de Martine Franck concernant la photographie de paysage. Il faut d'abord s'imprégner des lieux observés. C'est presque une espèce de méditation contemplative parce qu'en fait, si on ne prend pas le temps de l'observation, ça veut dire qu'on ne va pas être capable d'identifier évidemment le sujet, mais c'est surtout l'ensemble des contraintes liées à un site. Et pour faire le pendant de Martine Franck, je vais citer Henri Cartier-Bresson, qui était quand même son compagnon. En fait, il dit clairement à propos de la photo de paysage qu'en fait, c'est le spectateur qui crée le paysage. Spectateur, pourquoi? Parce qu'en fonction de la situation de l'observateur, on va avoir un angle qui va permettre de restituer une scène plus ou moins différemment. Et pour l'apprécier du mieux possible aussi, et ça on l'a dit au cours de l'émission, il faut le redire rapidement ici, il faut bien lire les fiches de consignes sur votre site Les et la carnets de liste voyage.
Oui. de l'équipement à prendre. Donc les Oui, talons, c'est- c'est à voilà. proscrire, hein. Les carnets de Et les voyage. iPads. Non, non, venez comme vous êtes, on se retrouve dans la photo. C'est- Vincent, pour terminer, comment on fait pour concilier voyage photo et préservation de l'environnement? On voyage en train, on voyage moins. Et quand on fait des grands voyages, on les espace. On ne prend pas des avions comme on prend un métro. On ne prend pas des avions comme on prend sa voiture. Il y a des destinations qui sont faites pour répondre à son désir d'ailleurs, on va dire, sans aller trop loin. La Toscane, les Cinque Terre, la Slovénie, la Belgique, la Hollande, l'Aubrac en France, la Provence, la Camargue. Ce n'est la Bretagne. Et en Bretagne, il y a plusieurs circuits, Morbihan, la route des Phares, la côte d'Émeraude. Donc il y a quand même énormément de choses à faire pour continuer de voyager et d'apprendre en limitant son impact. Et puis de temps en temps, évidemment, se faire plaisir et faire un grand voyage avec si vous voulez, la limite d'en faire le moins possible de manière limitée, on va dire. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces explications.